Comme vous l'avez vu au titre, c'est des collections en Python. Alors nous allons suivre le plan qui est là, vous connaissez déjà la chanson. Nous allons voir les tuples, les tables H, les dictionnaires, les ensembles et les exceptions. Allons-y. Les tuples. Le tuple est une séquence où on peut donc appliquer les opérations comme le test d'appartenance avec in, accéder aux différents éléments avec un crochet, faire du slicing dessus. Un tuple peut référencer des objets complètement hétérogènes. C'est donc très proche de la liste. Le tuple est un objet immuable. Ça veut dire qu'une fois qu'on a créé le tuple, on ne peut plus le modifier. La syntaxe des tuples, on crée un tuple en utilisant simplement des parenthèses ouvrantes et fermantes. On peut créer un tuple avec un élément, avec la syntaxe suivante, T en parenthèse, on met 4 virgules et puis rien après, on ferme la parenthèse. On peut créer un tuple de plusieurs éléments qui contiennent des objets complètement hétérogènes. Une caractéristique importante du tuple c'est que les parenthèses sont facultatives. Donc, là, c'est la façon de créer un tuple. Nous avons la T égale à 1, espace là. Donc, quand on va mettre T là, il va renvoyer 1,1, ce que vous avez écrit. Et exactement pour la suite, quand vous allez vouloir afficher T, il va afficher 1, 2, 3, 4 et puis les autres. Et là aussi, sans les parenthèses, il va afficher la même chose. Tuple packing. Le tuple packing désigne la fonction de la manière suivante. Nous avons dans un tuple deux variables A et B. On dit que ces variables sont égales à une séquence qui doit avoir le même nombre d'éléments que l'on a dans notre tuple. En Python, il existe également la notion de extend tuple packing. Notion de tuple packing est là A égale à 2, 3 et nous verrons que A égale à 2 et B égale à 3. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Attendez, on va lancer Jupyter Lab. Est-ce que vous connaissez? Je vais tester tout. Faites un Windows 8 R, Jupyter Lab. Alors là, nous avons lancé la machine. Bon, toi, tu racontes quoi ici? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, ok. Donc, ça, nous avons A là. Notre tuple. Packing. Égale à 3, 2 et 3. Si on affiche déjà, si on fait ça, ça affiche ça. Maintenant, pourquoi il me raconte la merde? La B n'existe pas. Donc, si je fais ça, A, B, ok. Voilà, c'est ça. Ils avaient une erreur. Oh. Il faut toujours que je vienne me coucher. What the fuck? Extended tuple, une packing, et là, nous avons
étoile X là, virgule Y qui est là, égale, nous avons remplacé des crochets maintenant, 1, 2, 3, 4. Et nous allons marquer à cause de l'étoile là, il a pris tous les premiers chiffres là, tac, et il a laissé le dernier chiffre pour Y. Vous pouvez vérifier ça maintenant. Extended. Packing, c'est 2 fois. C'est bizarre ça. Packing 2 fois. Non, c'est pas ça. Alors nous avons là, nous allons mettre quoi? C'est ça. X, Y égale tuple 1, 2, 3, 4. Et on ferme. On fait. On va voir là, X égale à quoi? 1, 2, 3, vous voyez bien. Et Y est égal à 50. Voilà. Vous voyez, c'est 4. Table de H. La table de H est une structure de données qui permet de répondre à certaines limitations des types séquences. Ci-contre un tableau avec ses éléments. Tout ça, je ne crois pas qu'on est obligé de comprendre ça. Vous pouvez lire ça vous-même. À 3, 2, 1, 0. Les limitations de type séquence. Comme vous voyez là, les types séquences ont été optimisés pour l'accès à la modification et l'effacement en fonction des numéros de séquences. Cependant, ces types n'ont pas été optimisés pour le test d'appartenance, qui est ce truc-là. Time it, x, qui range. Et on a 1000, de 0 à 10 000. Mais supposons que nous avons des âges dans notre liste. T égale à 18,35. On pourra vouloir écrire T en crochet Alice égale à 35. Pour lier un nom à un âge. Donc d'indicer notre séquence, non plus avec des entiers, mais avec des chaînes de caractères. Eh bien, ça, on ne peut pas le faire. La structure de données des tables H permet de répondre à ces deux limitations. Une table H est constituée d'un tableau et d'une fonction dont le but est quand on passe à notre fonction, un objet, elle calcule une valeur comprise entre le nombre de lignes du tableau. Les dictionnaires. Les dictionnaires sont des tables H. On a donc un temps d'accès, d'insertion, d'effacement et un test d'appartenance qui sont dépendants du nombre d'éléments. Ça veut dire qu'on peut accéder et insérer, effacer, test d'appartenance sans prendre en compte le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Les dictionnaires sont des objets mutables. Dans un dictionnaire, on peut avoir une clé, n'importe quel objet qui est hachable, c'est-à-dire qu'un objet sur lequel on peut calculer la fonction h. En Python, tous les objets sont immuables, sont hachables et que tous les objets mutables ne sont pas hachables. Vous savez c'est quoi un objet hachable? Un objet immuable, hachable. Un objet mutable n'est pas hachable. Création d'un dictionnaire. Pour initialiser un dictionnaire, on utilise la syntaxe suivante. D égale à dict, en parenthèse, ça, et D, 0. On va créer notre dictionnaire.
Allez, on va initialiser. Notre dictionnaire, on va l'appeler de ict, une parenthèse là, ict, pour dire qu'il est vide et qu'il n'a rien en lui. Voilà, c'est bon. Ajouter des valeurs dans un dictionnaire. Pour ajouter des valeurs à un dictionnaire, il faut indiquer une clé ainsi qu'une valeur. Donc là, il a pris A et A en crochet. On prend là, et guillemets, et nom égale à Curie. Donc là, dans le dictionnaire, le nom égale à Curie et ça, le prénom égale à Stéphane. Et A donne nom, Curie, prénom, Stéphane. Allez, on va faire ça. Pour ma part, je prends deux, D, Stiano. Et là, on va afficher. Vous voyez maintenant. De ça qu'est composé notre dictionnaire. La méthode get vous permet de récupérer une valeur dans un dictionnaire. Et si la clé est introuvable, vous pouvez donner une valeur à retourner par défaut. Donc là, c'est un dictionnaire qui contient là nom Wayne, Bruce, ouais, Batman, name qui égale à Wayne et âge égale à 44. Et là, il a fait data get qui permet de récupérer la valeur de le dictionnaire. Il a pris quoi? Il a pris name et du coup ça a affiché gate là. Et là, il a fait data, adresse et il a mis. Il vient d'écrire ça. Ouais, il vient d'écrire ça. On va faire ça. On va créer un deuxième dictionnaire, vu que vous savez déjà comment on fait ça. On va appeler ça data. Data. On va faire ça. Ouais, on va sauter une étape là. On va afficher ça. Name, le point. Wayne. Et là, âge. Comme c'est une valeur, on va mettre ça sans les crochets. Et là, on va faire un data gate pour récupérer ce qu'il y a dans name. Il nous a pris Wayne. Il fera la même chose avec l'âge. Pareil. Et si on fait Wayne, il nous affiche rien. Voilà. Et là, si on veut faire data, get, trace, adresse inconnue, il va nous afficher ça.
puisque nous avons déclaré ça déjà. Mais il n'existe nulle part. OK? Existence d'une clé dans un dictionnaire. Vous pouvez utiliser la méthode ASCII pour vérifier la présence d'une clé que vous cherchez à supprimer. Data égale à name, Wayne, t'entends? Maintenant, on fait data.as barre en barre key pour vérifier si name est présent. Donc, on met la name et là, il va nous afficher true. Das key name. Un peu bizarre. On m'a pas prévenu de ça, hein. Je connais pas ça. De toute façon, ça doit retourner true ou quelque chose comme ça. Si ça passe ici, c'est que ça passe dans Python. Supprimer une entrée dans un dictionnaire, il est possible de supprimer une entrée en indiquant sa clé, comme pour les listes. Data égale à name, Wayne, âge et 45. Si on fait del data name, il va supprimer le name, il ne va plus exister, il va rester maintenant âge 45. Il n'y a pas besoin de vérifier ça. Utilisation des types, des tupes. Une des forces des Python est la combinaison de tuples dictionnaires, qui fait des merveilles dans certains cas, comme l'utilisation des coordonnées. D égale à accolade, on va mettre, on va créer notre dictionnaire. D en parenthèse, en mélange, on met un type, là 3 et 2, on va dire égal à 12. Et là, on va mettre D encore, et on va mettre dans un tuple 4, 5, on va dire égal à 12. Et quand on va afficher le dictionnaire, on va voir que le type des 44 et 3 et 5 donne 13 et 3 et 2 donne 12. Tout ça, on ne veut rien dire. On n'a pas besoin de ça. Fusionner des dictionnaires. La méthode UMTAD permet de fusionner deux dictionnaires. On va faire ça. On va fusionner des dictionnaires. Et là, on dit la méthode UMTAD permet de fusionner deux dictionnaires. Alors, on va déjà, nous avons nos data et D. Avec qui sont déclarés, on va faire ça. Da, on va mettre D, on va rappeler de ça juste là. Nous avons créé un dictionnaire qui a Ronald Cristiano et puis etc. etc. Donc, des points, mais update en parenthèse, data, on ferme. Et après, on va dire, il a fusionné, il a intégré data AD. Maintenant, si on va afficher ensemble des deux, on va faire ça, D. Et vous voyez que il a pris le nom, prénom de Cristiano, avec le name, Wayne, tout est là, dans D. Ils ne forment plus qu'ils ont fait la fusion de son Goku. Supprimer une entrée dans un dictionnaire comme toute variable, vous ne pouvez pas copier un dictionnaire en faisant dict 1 égale à dict 2. Dict 1 égale à key value. Et key value, c'est les valeurs donc du dictionnaire. Et là, vous mettez D1 égale à D1, il y a D1, K égale à XXX. Et là, vous verrez que D2 égale à
OK. Pour créer une copie indépendante, vous pouvez utiliser la méthode copie. Copie, il fait ça, dict, il prend le dictionnaire, que c'est les valeurs là. Vous prenez un deuxième dictionnaire que vous avez créé, vous mettez égal à dict, le nom qui est là, point copie, et vous mettez quoi là, dict égal à 1, et vous voyez maintenant dict 2, il a pris ce qui est écrit. Juste lave. Les dictionnaires, les vues, les méthodes .case, .value et item autour d'un objet en particulier. On appelle une vue. En Python, une vue est un objet dans lequel on peut itérer. On peut donc faire une boucle for sur cet objet. On peut également faire un test d'appartenance, donc faire, par exemple, indirectement sur cette vue la caractéristique principale des vues. C'est qu'elles sont mises à jour en même temps que les dictionnaires. La caractéristique principale des vues, c'est qu'elles sont mises à jour en même temps que les dictionnaires. Donc, avant L là et A, fusionnent 1, D, dict, et là, on a créé un dictionnaire avec D, on a mis dict directement. Et les valeurs, on les a mis là. Des values, valeur égale à des values, donc quand on affiche les valeurs, ça donne ça. Et dict value, c'est quoi ça? On a juste affecté quelque chose. Donc, si vous n'avez pas compris ça, on va faire ça maintenant. L virgule 1. On crée là, petit tuple, et on va le mettre dans un dictionnaire. On va dire D égale à dict. Et on affecte ça, le L là, le type que nous avons créé. Ensuite, on va dire que valeur égale à des points value, c'est-à-dire les valeurs de ce dictionnaire. Et on va afficher les valeurs maintenant. Il nous affiche ce que nous voyons là. Alors, c'est quoi ça? Ouais, je sais, je vais me rendre compte. Voilà, nous avons les deux là, 1 et 2 qui sont ici. Maintenant, là, on va affecter A. On va l'affecter, on va donner 100, A égale à 100. Et là, si nous voulons afficher les valeurs, il va nous afficher ceci, ce que nous avons affecté. Les dictionnaires. Parcourir le dictionnaire, une manière classique de parcourir le dictionnaire est d'utiliser une boucle for en utilisant la notation de type unpacking D. Déjà, des grands dictionnaires D là, avec A égale à 1 et B égale à 2. Et la boucle for KV, donc deux identifiants, deux variables. Nous avons pour deux variables dans la séquence des items affiche K et V. Donc là,
Ils ont affiché deux trucs. Ils ont affiché la clé et puis sa valeur. A, on va dire A, point 1, virgule, et B, 2 points, 2, on ferme. Nous avons déclaré notre dictionnaire. Voilà, boucle for pour les variables K et V, in des points item, on ferme, print K, V, les dictionnaires, parcourir les dictionnaires. Les itérateurs sur les dictionnaires sans spécification de vue fonctionnent directement sur les clés. Donc, comme nous avons vu là, for K sans le V là, AD, on print, on affiche juste le K, on va afficher les valeurs. Ou non, les identifiants. Les ensembles. Les sets sont très proches des dictionnaires. Comme les dictionnaires, ils permettent de faire des tests d'appartenance, d'accéder, effacer et modifier les éléments indépendamment du nombre d'éléments. Les sets sont également des objets mutables, mais à la différence des dictionnaires, les sets ne stockent pas qu'une clé. Et il n'y a pas de valeur correspondante. La raison, c'est que le set a été optimisé et créé pour des opérations spécifiques. Par exemple, pour garder uniquement le nombre d'éléments uniques d'une séquence. Une autre opération pour laquelle le set peut être utilisé, c'est pour faire des tests d'appartenance sur les éléments d'une séquence. Les ensembles. On peut créer un set vide avec la fonction built-in set. S égale à 7, entre parenthèses 7, ce qui nous donne un objet mis à sa fin de vie, 7, qui est vide. On peut également créer un set avec des accolades. S égale à ce que vous voyez là. Donc, nous avons créé notre set qui ressemble un peu à un dictionnaire. Il est égal à 1, 2, 3, il y a A et puis il y a trou. La différence entre la notation d'un système et d'un dictionnaire, c'est que le set, il n'y a pas de notation de jeu. 2 points qui les séparent. Qui sépare la clé et la valeur. On peut aussi créer un set à partir d'une séquence. Donc, on met la 7 entre parenthèses. C'est entre parenthèses et on met entre crochets là 1, 2, 3. Et là, on a L égale à 1, 2, 2. Et mettre 7 égale à L. Si on veut, quand on va afficher ça, 7L. Et on va afficher 1, 2. On va mettre là les ensembles. Essaye de faire ça. Sept.
1, 2, 3. Et là, on va mettre R égale prochaine 1, 2, 2, on ferme. Et on va dire 7 L. Ok. C'est marié avec ça, comme ça, devant moi. On peut aussi créer bulletin pour la fonction bulletin len pour obtenir le nombre d'éléments. Le test d'appartenance est fait avec l'instruction in. Dans l'ensemble S, on peut ajouter des éléments avec la méthode add. On peut aussi ajouter une séquence d'éléments avec la méthode date. On peut créer, faire des opérations d'ensemble classique sur un set pour S1, 2 points égale à 1, 2, 3, et S2 égale à 3, 4, 5. Une différence entre deux ensembles, S1 moins S2, une union, S1, la barre au milieu, S2, intersection S1 et S2, on voit 3, on voit fraternel. Les exceptions, les erreurs de syntaxe. Python enlève des exceptions quand il trouve une erreur dans le code, erreur de syntaxe, exécution, opération qui s'interrompt. C'est connu ça, quand vous faites du code et que vous avez des erreurs. Pour éviter le fait de planter le programme, on utilise alors le mécanisme d'exception. Nous allons mettre les instructions à tester dans un premier bloc et les instructions à exécuter en cas d'erreur dans un autre bloc, en utilisant le try, bloc à essayer et accept, bloc qui sera exécuté. Dans les programmes que nous ferons en TD, vous verrez ça. Les exceptions proprement dit, dans l'ordre, nous trouvons le mot-clé try suivi des 2 points, le bloc d'instruction est essayé, et le mot-clé accept suivi des 2 points, le bloc d'instruction qui sera exécuté. Une erreur est trouvée dans le premier bloc, il se trouve au même niveau d'indentation que try. Try 2 points, résultat égale à numérateur, divisé par dénominateur, voilà le résultat. Et donc, accepté, puisque si on fait un truc du genre, que notre dénominateur égale à 0, il va nous afficher, on ne peut pas diviser 0. C'est une opération ça. Et il faut donner les deux valeurs égales à temps. Vous voulez qu'on vérifie. On vérifie. Ok. On va déclarer là. D'abord, exception. On lance. Numérateur est égal à 12. Dénominateur est égal à 4 ou 3. Voilà. Et on met là notre try résultat, celui qui va essayer. Résultat égal à numérateur divisé par dénominateur et exception s'il y a l'erreur. On va accepter, parce que sinon là je vais créer une fonction. Print. On ne peut pas diviser par 0.
on peut pas. Non, on va dire ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, là, vous verrez qu'il y aura pas, on va pas avoir accès except. Et on voudrait aussi afficher le résultat aussi. Hein? Voilà. Si on affiche le résultat, ça va faire quoi? Résultat. Voilà. 4. 4.0. Ce qu'il a divisé là. Vous savez déjà, 3 fois 4, ça fait 12. Donc, 12 divisé par 3, ça fait 4. Maintenant, on va faire ça. 0. Qu'est-ce qu'il va nous afficher? Qu'est-ce qu'il va nous afficher? Voilà. Voilà, il y a une faute, hein, une grosse faute d'orthographe. Voilà maintenant. Et le résultat, c'est... Pourquoi c'est toujours 4? C'est bizarre ça. Parce qu'il a planté, ouais, il a planté. On peut reprendre ici. On peut diviser le type d'exception à traiter au niveau du bloc except. Donc, on va dire quoi? Except 0 division error, c'est comme ça que l'erreur là s'appelle. Print, on ne peut pas diviser par 0. Dans un bloc try, le mot-clé else va permettre d'exécuter une action si aucune erreur ne survient dans le bloc. Donc, try, résultat, égal à numérateur, barre dénominateur, except, 0 diviseur, print, on ne peut pas diviser par 0. Et else, qui va être exécuté à la fin du try, il va nous afficher le résultat qui est là. Et ça va nous éviter de faire ce que j'ai fait de suite là. Bon, on est pas obligé de recopier 0 diviseur là, con là. Et on va mettre notre else qui s'exécute toujours à la fin comme un taré. Il vient ici et on met un print. Les résultats. Le résultat est maintenant résultat ferme. Et là, il va nous afficher pas le else. Voilà, c'est ça. Comme il n'y a pas d'erreur, il n'a pas affiché ça. Et là, même sans, si on mettait le 0, encore, comme un gros connard, il va nous afficher ça 2 fois. Voilà. Mais je sais combien c'est déjà ça. Le make finally permet d'exécuter du code avec. Après un bloc try, quel que soit le résultat de l'exécution du code, de l'exécution du bloc, excepté la print else, le résultat est résultat et finally fin de l'opération. Bon, le mot-clé finally permet d'exécuter du code après un bloc try, tel que soit le résultat du bloc try. Je crois que ça va s'afficher après opération. On n'est pas obligé de refaire ça encore. C'est là où la leçon s'arrête. Bye bye. Je vous laisse. On se voit la prochaine fois pour le database.